Aujourd'hui, les forces spéciales constituent une des pièces maîtresses de l'engagement des armées françaises et je ne vois pas d'opérations dans lesquelles les forces spéciales n'ont pas ou n'auraient pas une place à jouer. Il y a même des opérations où il n'y a quasiment que des forces spéciales qui peuvent être engagées très rapidement et avec une réelle discrétion, qui est un des atouts importants. Discrétion qui ne veut pas dire clandestinité, ça c'est un autre service qui en est chargé. Voilà. Aujourd'hui, en fait, les forces spéciales, vous le savez, elles sont engagées en particulier dans la lutte contre les groupes armés terroristes et elles se concentrent sur la neutralisation de ce qu'on appelle les HVI, c'est-à-dire les chefs importants adverses. Et en fait, à travers cette mission-là et l'efficacité qui caractérise les forces spéciales, on voit bien ce que ça demande de technicité, en particulier de renseignement, mais aussi de patience et ensuite de foudroyance dans l'action. Le COS a été créé en 1992, il y a 30 ans cette année, sur la base des enseignements tirés de la Première Guerre du Golfe. Au cours de la Première Guerre du Golfe, le constat qui a été tiré par nos autorités, à la fois politiques et militaires, est que l'armée française a eu sans doute davantage de difficultés à organiser une manœuvre dans la profondeur de ces unités de forces spéciales que ne l'ont été les forces spéciales anglaise ou américaine. Une fois que ce commandement a été créé, il s'est évidemment adapté tout au long de son existence à la réalité des crises auxquelles nous avons été confrontés et auxquelles les armées françaises ont dû répondre. Je distinguerai 3 grandes périodes. La première décennie du COS a été beaucoup consacrée à des réactions dans l'urgence. C'est une période où le COS a été employé sur des opérations d'évacuation de ressortissants. C'est également un certain nombre d'opérations dans la profondeur, de saisie points clés dans le cadre de crises particulières. Et c'est également la décennie où nous avons commencé les enjeux autour du contre-terrorisme maritime. La deuxième période du COS démarre à partir du début des années 2000. À ce moment-là, l'armée française se trouve impliquée davantage dans des actions durables sur des théâtres d'opération, principalement l'Afghanistan et la Côte d'Ivoire. Et sur ces 2 théâtres, le commandement des opérations spéciales a rempli un certain nombre de missions relativement importantes. Troisième période, celle qui s'ouvre après les années 2010, principalement en réalité à partir de 2013 et avec une accélération à partir de 2015 après les grands attentats en France, c'est le début de la lutte contre le terrorisme de manière assez importante. Donc ça a été le cas principalement au Sahel et ça a été également pas mal le cas au Levant. Les personnels du service action et les personnels du commandement des opérations spéciales ont la même formation militaire de base, qui est une formation militaire très très poussée. Mais ce qui distingue le COS du service action, c'est la clandestinité. La clandestinité, c'est un ensemble de savoir-faire qui sont très divers, qui touchent aussi bien au matériel qui peuvent être utilisés en opération, démarqué quand il s'agit du service action, au mode de transport utilisé, à l'identité, tout ce qui permet à l'autorité politique de pouvoir nier de façon crédible l'implication de la France. Les opérations, que ce soit du service action ou du commandement des opérations spéciales, reçoivent l'aval des plus hautes autorités de l'État, dans tous les cas. On travaille tous pour le drapeau. Mais en ce qui concerne les services action, ces opérations sont clandestines, non revendicables et doivent pouvoir être niées par l'autorité politique. Suite aux sollicitations du commandement des opérations spéciales, l'armée de l'air et de l'espace a proposé début 2019 l'intégration du CPA-30. C'est une réponse aux besoins pour le COS d'augmenter sa capacité d'appui aux opérations spéciales. Actuellement, l'unité est en pleine phase de montée en puissance. Elle se décline notamment par la réorganisation de l'unité, qui était essentiellement composée de commandos de l'air, et aujourd'hui à laquelle on a agrégé des experts, des spécialistes qui viennent d'autres unités qu'il a fallu recruter.
et qui vont développer ces capacités d'appui aux opérations spéciales en tant que primo-formateur, en tant que référent et en tant que porteur de projets d'innovation. Il y a la division spécialisée qui, elle, est divisée en 7 cellules. Alors ces 7 cellules correspondent aux 7 nouvelles spécialités qui vont permettre l'appui aux opérations spéciales. Alors il y a la partie nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique, où nous allons mettre en œuvre du personnel capable, par des capteurs, d'aller rechercher des preuves. Ça ne se résume pas à un travail en ambiance chimique, par exemple, mais bien avec des détecteurs, d'analyser l'air, notamment, et expertiser des munitions qu'on pourrait trouver chez l'ennemi, pour permettre l'intervention d'une deuxième spécialité chez moi, qui sont les démineurs, pour qu'ils puissent après mettre hors de combat, on va dire, le matériel de l'ennemi qui aurait été récupéré ou pris après un échange. La troisième spécialité de l'unité, c'est la mise en œuvre de drones, qu'on appelle des petits et des mini-drones. Donc le nom, il est très faussé, puisque les envergures vont entre 2,50 m et 5 mètres. Donc ces drones sont capables d'emporter différentes charges, essentiellement pouvoir prendre des vidéos, mais aussi de pouvoir faire de la guerre électronique. La sixième capacité de l'unité, c'est tout ce qui est système d'information et de communication opérationnel. Quand on met des capteurs au sol, et il faut pouvoir communiquer et faire remonter toutes les données de tous ces capteurs vers la base arrière, où seront exploitées les données de terrain de tous ces capteurs. Certaines capacités sont vraiment communes, et pour ces capacités communes, je parle notamment des drones, eh bien les échanges ils sont quotidiens. Aujourd'hui, par exemple, nous allons recevoir un nouveau système, le Puma. Nos primo-formateurs pour le CPA-30 sont les gens de Kiefer. Ça va être la mise en place de modules spécialisés d'intégration des capteurs, c'est-à-dire des équipes entre 6 et 8 personnes qui seront projetées en un coup complet, comme une boîte à outils, un multitool, pour lequel le chef des opérations sur le terrain choisira quelle capacité, en fonction de l'opération en cours, il voudra prendre. La deuxième évolution de l'unité sera la gestion temporaire d'aérodromes, où on va être capable d'accueillir des aéronefs et de fournir aux équipages les données qui leur sont indispensables à prendre la décision de se poser ou pas.